Bon webinaire. Merci beaucoup, Président. Donc, à la suite du Président, j'aimerais présenter en juste 2-3 minutes le PMI et puis donc l'instance dirigeante, président, voilà. Donc, le PMI, Project Management Institute, est une association professionnelle à but non lucratif qui but non lucratif fondée en 1969 qui fait la promotion des meilleures pratiques en gestion de projet et regroupe les professionnels du domaine. Son siège est à Philadelphie, en Pennsylvanie, et compte à ce jour plus de 500 000 membres repartis dans plus de 200 pays. Sa organisation nationale, le PMI Côte d'Ivoire, a été créé en 2015. Il compte à ce jour plus de 190 membres et ambitionne d'être un acteur majeur dans le développement et la valorisation de la promotion des managers de projets, de programmes et de portefeuilles en Côte d'Ivoire. Alors, le PMI a à sa tête un bureau présidé par M. Auguste Yoboué, donc le président Auguste qui vient d'intervenir, un secrétaire général, M. Franck Fadé, et on a 7 donc, vice-présidents, 3 volontaires, le bureau donc, est également enrichi donc, de l'expérience du past président, M. Ngué Samblé, comme on le voit sur le visuel ici. Le PMI est accessible via des canaux institutionnels, globalement, son site internet, pmi-côtedivoire.org, accessible donc à cette adresse, sa page Facebook et sa page LinkedIn bien mentionnée ici. Un groupe WhatsApp également existe afin de permettre aux membres d'interagir au quotidien sur des thématiques qui sont voilà, d'importance. Alors, nous, ce qu'on peut dire, c'est pour ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, alors rejoignez-nous. Nous serons très heureux de vous recevoir donc, au sein du PMI Côte d'Ivoire. Pour la première partie de notre session, nous allons donner la parole à M. Destin Logo. Alors, notre premier speaker, M. Destin Logo, est ingénieur informaticien. Il exerce actuellement en qualité de chef de service gouvernance IT au port autonome d'Abidjan. Il est spécialiste en stratégie d'entreprise et au sein du PMI, il enrichit le bureau de son importante contribution en tant que volontaire. Et effectivement, vous pouvez l'apercevoir comme membre du bureau, comme présenté. Monsieur Destin Logo est marié et père d'une adorable fille de 11 ans. Mesdames et messieurs, j'aimerais ensemble qu'on puisse recevoir Monsieur Destin Logo pour son intervention. Oui, merci. Merci infiniment, Monsieur Adou, pour cette présentation de ma personne. Merci. Merci en attendant que vous... Que je partage, un instant. Oui, oui, vous pouvez partager. Je suis bien heureux d'être avec vous pour échanger un peu sur ce point qui nous passionne, qui me passionne, qui nous passionne certainement tous. Et donc aujourd'hui, nous allons peut-être ensemble partager nos retours d'expérience sur ce que c'est qu'un plan de continuité d'activité. Nous finirons par parler du lien qui entre le plan de continuité des activités, le système de management de la qualité. On va dire le système de management de la qualité, le système de management de la continuité d'activité. D'accord. Donc, Monsieur Adou, c'est quand vous voulez, vous pouvez un instant. jeter le support pour qu'on puisse commencer. Merci. C'est bon? C'est parfait. C'est Okay. parfait. Je vous propose d'avancer en mode diapo. Ou est-ce que, voilà, en mode diapo, si vous voulez, ce sera plus. Voilà. Merci, merci. Tengue, responsable d'entreprise, cher ami, gestionnaire de projet, acteur de changement, bonsoir. Je le disais à l'instant, je suis Destin Logo. Ma présentation a été faite, une très belle présentation d'ailleurs, et je suis sans voix. Je suis sans voix. Merci, merci Monsieur Adou pour cette présentation. Aujourd'hui, nous parlerons des enjeux du plan de continuité d'activité de la qualité
pour une entreprise pérenne. Nous rappelons quelques petites dispositions pour permettre à chacun de profiter pleinement de cette séance, de pouvoir peut-être fermer le micro et la caméra lorsque nous n'avons pas la parole. Merci infiniment. Et le plan soumis à votre sagacité se présente comme suite. D'abord, nous parlerons des origines du plan de continuité d'activité. Nous allons aborder la définition du plan de continuité d'activité. Qu'est-ce que c'est? Nous parlerons de l'organisation requise pour la mise en place d'un plan de continuité d'activité ou pour l'entretien de ce plan de continuité d'activité. Mais le plan de continuité d'activité, quel est son contenu? Nous en parlerons. Nous verrons les étapes de mise en place d'un plan de continuité d'activité. Nous parlerons d'un management intégré, du lien qu'il y a entre le système de management de la qualité et le système de management de la continuité d'activité. Et vu que nous sommes tous des professionnels, nous aurons un point sur les retours d'expérience. Si ce soumis à votre réflexion et adopté, nous pouvons poursuivre. Quelles sont les origines du plan de continuité d'activité? Nous nous souvenons qu'il y a un peu plus de 20 ans de cela, qu'il y a eu un très grand sinistre, le crash des tours jumelles, les World Trade Center. Après ce sinistre grave, majeur, plusieurs entreprises, organisations se sont rendues compte qu'en fait, elles ne disposaient pas de système qui permettrait d'assurer la pérennité de leur entreprise. Plusieurs entreprises ont dû mettre la clé sous le paillasson parce qu'aucune disposition pratique n'existait. Eh bien, les structures, Monsieur Mohamed, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Eh bien, les structures des banques et des assurances en particulier se sont rendues compte qu'aucune disposition à leur niveau existait. Ça n'existait dans aucune structure. On va dire que le domaine de la finance s'est rendu compte qu'il faut mettre en place, il faut mener des réflexions pour pouvoir assurer la pérennité des entreprises. Depuis cet instant, la chute de tout Jubel jusqu'à aujourd'hui, plusieurs éléments ont milité en faveur de la réflexion ou de la consolidation de ce qu'on appelle aujourd'hui le plan de continuité des activités. Le monde a connu des sinistres graves, des catastrophes, de grandes catastrophes, aussi des catastrophes naturelles que des catastrophes technologiques. Les catastrophes technologiques sont venues tout bouleverser. Aujourd'hui, nous avons une interdépendance entre les organisations. En interne, nous dépendons fortement du système d'information. La réglementation est venue un peu corser un peu les choses. On se dit, bon, quand vous êtes dans tel système ou dans tel domaine, c'est une exigence réglementaire. Vous devez mettre en place un plan de continuité d'activité. Et on a l'émergence de ce que nous appelons des activités connexes, comme les risques, la gestion des risques, les PSI, les plans de secours informatiques. Tout cela aujourd'hui a servi de catalyseur pour que nous puissions avoir ce que nous avons aujourd'hui comme plan de continuité d'activité. Voici un peu les origines du plan de continuité d'activité. Nous pouvons poursuivre avec la diapo. Maintenant que nous connaissons l'origine du plan de continuité d'activité, il est bon de dire ce que c'est. Comment nous définissons la gestion de la continuité d'activité? La gestion de la continuité d'activité, la définition théorique, académique, est que cette gestion de la continuité d'activité se définit comme un processus de management holistique qui identifie les menaces potentielles qui planent sur une organisation, ainsi que les impacts que ces menaces, si elles se produisent, peuvent avoir sur les activités de l'organisation, eu égard à, on va dire, la capacité de l'organisation à pouvoir répondre, à pouvoir réagir
pour pouvoir assurer, on va dire, sa pérennité, pour assurer sa réputation, pour assurer ses activités productrices de valeur. C'est, si vous voulez, un ensemble de process que nous allons déployer en cas de sinistre majeur. Je tiens à insister là-dessus, de sinistre majeur, pour pouvoir amoindrir l'impact de ces sinistres-là. Quel est donc le but du PCA? Le PCA va servir d'élément qui anticipe. Il va permettre d'anticiper les événements qui vont perturber gravement le fonctionnement de l'organisation, dans le but de mettre en place une stratégie pour permettre de limiter un peu les impacts de ces événements. Voici comment nous définissons le plan de continuité des activités et voici à quoi il sert. Quelles sont les normes qui régissent le plan de continuité d'activité? Deux grandes normes régissent le plan de continuité d'activité. Nous avons la norme BS 25 999. Cette norme-là a commencé à standardiser les processus de management de la continuité d'activité. Et à partir de 2012, nous avons la norme ISO 22301, qui, elle, est venue fournir une base complémentaire pour la conception, le développement et la mise en œuvre d'un plan de continuité d'activité dans une organisation. Donc, ISO 22301 va parler de plan de continuité dans une organisation. La particularité de ISO 22301, c'est que cette norme met l'accent sur les objectifs, met l'accent sur la performance, met l'accent sur le suivi. Elle vient même éclairer certains points, détailler certains points de la norme BS 999, comme par exemple l'aspect sur le BIA, le Business Impact Analysis. Nous allons en parler tout à l'heure. Donc, nous retenons ici qu'il y a deux normes qui traitent le plan de continuité des activités, le BS 25 999 et ISO 22301. Cela nous emmène à une question fondamentale. Pourquoi mettre en place un plan de continuité d'activité? Les raisons sont diverses. Nous pouvons retenir les plus pertinentes. La mise en place d'un plan de continuité d'activité peut résulter d'une exigence réglementaire. Vous vous souvenez à l'entame de mes propos, je vous disais que dans certains secteurs, c'est obligatoire. Dans le secteur de la finance, assurance, banque, c'est obligatoire. Donc, ça peut être réglementaire. Donc, l'État de Côte d'Ivoire pourrait prendre une décision pour dire, bon, les structures de l'État, à partir d'aujourd'hui, nous décidons que les structures de l'État mettent en place un système de management de la continuité des activités, donc un PCA. Les ports, par exemple, de la côte ouest africaine, 8 ports, par exemple. 5 ports ont implémenté un plan de continuité d'activité. 3 autres ports sont un peu à la traîne. Moi, amateur propriétaire de navires, si j'ai le choix entre deux ports, un qui a implémenté un plan de continuité d'activité et un autre qui ne l'a pas, si j'ai le choix entre ces deux ports, mon choix se portera sur un port qui a implémenté le plan de continuité d'activité. Pour la simple raison que si j'y vais, je suis sûr que même en cas de sinistre grave, majeur, ce port-là sera quand même à mesure d'assurer le minimum de ses activités. Donc, mon navire ne va peut-être pas rester à quai pendant longtemps. Ils vont s'arranger, ils vont prendre les dispositions afin de me libérer. Donc, ça peut être une exigence concurrentielle. Parlons de l'exigence contractuelle. Nous parlions d'interdépendance entre les organisations. L'organisation A décide de signer un partenariat avec l'organisation B. L'organisation A a mis en place un plan de continuité d'activité. Peut-être parce qu'elle est plus importante, peut-être parce qu'elle a un fort leadership, elle demande ou elle exige que son partenaire mette en place un plan de continuité d'activité pour qu'il puisse travailler. Donc là, nous sommes dans une exigence concurrentielle. Du fait de nos séjours, nous sommes des responsables d'entreprise, il y a des chefs d'entreprise parmi nous,
Nous nous déplaçons, nous allons en Occident, nous allons sur d'autres continents, nous voyons sur d'autres cieux ce qui est fait. Quand nous revenons, nous pouvons nous rendre compte que, mais voici ce qui est fait de l'autre côté. Pour assurer la sécurité au niveau de nos organisations, il est bon de mettre en place un plan de continuité d'activité. En ce moment, ça devient une exigence, si vous voulez, sécuritaire. C'est peut-être ce que nous allons appeler les bonnes pratiques. Donc, 4 grandes exigences permettent de justifier la mise en place d'un plan de continuité d'activité. Les exigences réglementaires, contractuelles, concurrentielles ou sécuritaires. Nous avons vu les exigences qui motivent l'implémentation d'un plan de continuité des activités. Mais quelle est l'organisation requise pour un tel système? Regardons un peu la synoptique. Au niveau du plan de continuité d'activité, nous avons ce que nous appelons le Business Impact Analysis ou l'étude d'impact sur le business. Cette étude permet d'identifier les activités critiques et les besoins en continuité d'activité. Ce Business Impact Analysis, encore appelé BIA, se mène à 3 niveaux, sur 3 niveaux de l'organisation. Le premier niveau, c'est les ressources, RH, logistique, infra, SI. Lorsque le BIA est fait au niveau des ressources, le livrable qui en résulte sera un plan de secours. Lorsque le BIA est mené au niveau du métier des opérations, le livrable qui en résultera sera un plan de continuité métier. Parce que nous allons travailler sur les process et sur le pilotage. Et lorsque le BIA est fait au niveau de la gouvernance, nous aurons comme livrable un plan de gestion de crise et un plan de communication. Parce que là, nous sommes dans la stratégie, dans l'organisation et dans la communication. Voici un peu le synoptique du plan de continuité d'activité. Situons un peu le plan de continuité d'activité dans le temps. Avant le sinistre, pendant le sinistre, au moment du sinistre et après le sinistre. Lorsqu'il n'y a pas de sinistre, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons de la gestion du risque. Nous identifions le risque, nous le catégorisons, nous l'évaluons, nous posons des actions de maîtrise du risque avec des stratégies de gestion des risques. Nous sommes dans l'anticipation. Lorsque le risque survient, nous parlons toujours de risque majeur, je l'insiste. Je vais mieux détailler cet aspect au fur et à mesure que nous allons avancer. Lorsque nous sommes dans une situation de sinistre majeur, nous sommes dans la gestion de crise. Nous sommes dans la réaction. Peut-être que ce que nous avons planifié pour pouvoir éteindre le risque ou maîtriser le risque, c'est ce que nous mettons en place. Donc, nous sommes dans la réaction. Donc, on réagit. Et lorsque nous sommes après le sinistre, nous serons dans la continuité d'activité avec la réparation qui va consister à ramener le système à son état initial, donc à l'état normal. Donc, avant le risque, nous parlons le sinistre, nous parlons de la gestion des risques. Pendant le sinistre, nous sommes dans la gestion des crises et après le sinistre, nous sommes dans la continuité d'activité. Quels sont les facteurs clés pour la réussite d'un projet de plan de continuité d'activité ou d'un maintien d'un plan de continuité d'activité? Le facteur primordial, important, incontournable, le plus important, c'est qu'il faut l'exigence, j'allais dire, c'est le leadership. Le leadership de la direction. Il faut que ce leadership-là soit affirmé dans les propos, dans les actes, dans les faits. Il faut que le leadership, la volonté de déployer un plan de continuité d'activité soit
très clair, affiché, sans équivoque. Sinon, le système est voué à l'échec. C'est l'élément primordial. La direction a affiché a mis il faut nommer un responsable du plan de continuité d'activité que nous appelons un RPCA. Après cela, il faut réaliser soigneusement le business impact management. Dans les retours d'expérience, on va en parler, peut-être chacun va partager un peu son retour d'expérience. C'est la clé de voûte, le BIA est la clé de voûte d'un plan de continuité d'activité. Un BIA mené dans la hâte est un plan de continuité d'activité qui résultera ne sera vraiment pas pertinent. C'est la clé de voûte. Comme le temps nécessaire, interroger les différents acteurs, réaliser dans toute la rigueur le plan, le BIA, le business. Toutes les normes ISO ont aujourd'hui la même structure. Et les normes ISO mettent l'homme au cœur, l'être humain, le travailleur, qui est le capital de l'entreprise, mettre l'être humain et sa santé au cœur du système. Donc, la santé et la sécurité du personnel restent toujours la priorité. Donc, quand on fait un PCA, on pense toujours à la santé d'abord et la sécurité du personnel. Quand on fait un plan de continuité des activités, il faut beaucoup de communication. Communication interne, communication externe, communication pendant le projet, communication pendant le déploiement du projet, beaucoup de communication pour mener toutes les parties prenantes à adhérer au système. Il faut voir la démarche du PCA comme étant une opportunité. Nous sommes des travailleurs. Moi, j'avoue que ça me rassure de savoir que le port autonome d'Abidjan, entreprise pour laquelle je travaille, est engagé dans une dynamique de plan de continuité d'activité. Pourquoi? Parce que derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon entreprise s'engage dans du long terme. C'est donc une entreprise qui veut s'inscrire dans la pérennité, donc qui garantit l'emploi. Donc, je ne risque pas de perdre mon emploi. Bien sûr, si je me comporte toujours de façon correcte, je ne risque pas de perdre parce que mon entreprise est engagée dans une dynamique de pérennité. C'est une opportunité. On a parlé de la concurrence et autres. Il faut voir ça comme une opportunité pour une entreprise de pouvoir se positionner, se maintenir, vous voyez, assurer la concurrence, voilà, se maintenir, gagner peut-être des parts de marché par rapport aux entreprises qui n'ont pas de déployé comme ça. Donc, c'est une opportunité. Et puis aussi, il ne faut pas surestimer le PCA. Ce n'est pas une machine qui vient de la Lune. Le PCA, c'est de la réalité, c'est concret. On va avoir l'occasion peut-être de toucher un peu du bois le PCA. Voici un peu les facteurs qui militent en faveur de la mise en place de plan de continuité. Quels sont les acteurs clés alors d'un plan de continuité? Au sein de certaines structures, on a une organisation ou un acteur qu'on appelle le responsable de la gouvernance. Il est un acteur important dans le plan de continuité des activités. La direction générale doit avoir un leadership affiché, clair. Les directions sectorielles sont aussi partie prenante dans le plan de continuité. Le risque manager, le gestionnaire des risques, est impliqué, est un acteur clé du plan de continuité des activités. Les directions métiers et les départements sont aussi des acteurs importants ou clés dans la mise en œuvre du plan de continuité des activités. Et pour le PCA, nous devons avoir des correspondants PCA au sein des filiales, au sein des antennes, au sein des directions sectorielles. Donc, le responsable de la gouvernance, la direction générale, la direction sectorielle, le risk manager, le responsable du plan de continuité des activités, les directions sectorielles, les départements, les correspondants du plan de continuité d'activité sont des acteurs clés de la mise en œuvre ou du maintien d'un plan de continuité d'activité. Quels sont donc les écueils? Nous avons vu les acteurs clés. Excusez-moi, s'il vous plaît, on peut intervenir pour poser une préoccupation? Je vous propose, Chardou, allez-y. Oui, pour les questions éventuelles, on a juste prévu un break à la fin justement de l'intervention du speaker pour justement répondre à d'éventuelles questions.
Donc, notez clairement bien vos questions. Juste après son intervention, on a un petit volet pour cela. Merci infiniment, M. Adou. Quels sont les écueils à éviter lorsqu'on déploie un plan de continuité des activités? Vouloir couvrir tous les scénarios de risque. Le PCA, le plan de continuité d'activité, ne sert pas à couvrir tous les scénarios de risque. Il sert à couvrir les scénarios de risque majeurs. Pas tous. Tous les scénarios de risque, c'est un autre acteur. Le gestionnaire des risques peut gérer ça. Mais les risques majeurs, c'est du ressort du PCA. Ne pas couvrir le scénario de risque du tout. Si vous ne couvrez pas de scénario de risque, même le scénario majeur, votre PCA, vous n'avez pas de PCA. Considérez le PCA comme une solution technique. Je voudrais faire un focus là-dessus. Il y a 20 années de cela, lorsque les premières réflexions sur le plan de continuité d'activité ont débuté, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde s'est orienté vers l'IT. Parce qu'en Occident, l'IT est encore bien développé. On dit que c'est l'IT qui doit faire le continuité des activités. Et ils se sont trouvés à faire des plans de secours informatique ou des plans de continuité informatique, PCI. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah oui, il faut une disponibilité, une haute disponibilité ou redondance, avec une haute disponibilité 24 sur 24. On prend des serveurs, on acquiert des technologies, on fait tout est bien fait. Et l'IT devient performant, super performant. Mais de vous à moi, chers responsables d'entreprise, honorables gestionnaires de projets, à quoi sert l'IT? Si ce n'est qu'à servir le métier. L'IT, c'est du support. Donc, nous ne pouvons pas avoir l'IT qui est hyper performant quand le métier dit, moi, je travaille 8 heures sur 24. Donc, je veux une disponibilité, si tu voulez, 9 heures sur 24. L'IT dit, moi, je suis tellement performant, je suis capable de te faire du 24 heures sur 24. Vous voyez que c'est un peu inutile. Je dis que je travaille 5 jours sur 7. Là, tu te dis, non, non, moi, mon système, il est disponible 7 jours sur 7. Ma technologie te permet 7 jours sur 7. Je veux dire que cet argent qui a été investi pour pouvoir booster l'IT et le mettre à un niveau très élevé aurait pu être investi ailleurs, donc en tenant compte des exigences du métier. Oui, c'est l'amalgame qui a été fait au départ. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le plan de continuité des activités est sorti de l'IT et a embrassé tous les autres métiers. L'IT, c'est en dernier ressort. Ne pas aligner le business impact analysis sur les objectifs stratégiques de l'organisation. Il faut que ce soit fait. Si ce n'est pas fait, il y aura problème. Définir les besoins techniques avant les besoins métiers. On en parlait. On commence par le métier et l'IT est la solution aux exigences du métier ou aux contraintes du métier. Confondre la qualité et la continuité d'activité. Ne pas intégrer l'évolution. Le plan de continuité d'activité est un document qui est évolutif. Donc, il faut intégrer l'évolution là-dedans. Et nous parlerons de comment intégrer l'évolution. Pensez que le PCA est figé. Il n'est pas figé du tout. Il évolue. Donc, voici les écueils à éviter. Ne pas couvrir de risques, vouloir couvrir tous les risques, ce sont des écueils à éviter. Pensez que le PCA est seulement IT? Non, il n'est pas IT. Il est métier avant de redescendre au niveau de la. Après cela, je voudrais bien aborder avec vous, maintenant que nous sommes bien à l'aise, nous connaissons la définition du plan de continuité comme étant un document qui formalise un certain nombre de processus, qui permet, lorsqu'il y a un sinistre, permet à une entreprise de faire face à ce sinistre-là afin de minimiser, tout en minimisant l'impact des menaces qui planent sur la structure. Nous savons à quoi il sert. Nous avons vu les acteurs clés. Nous avons vu les raisons qui militent en faveur du plan de continuité d'activité. Mais ce PCA, quel est son contenu? C'est ce que nous allons aborder. Oui. Le PCA contient une partie stratégie. Le PCA contient l'organisation du plan de continuité de son pilotage. Celui qui pilote, l'organisation qui pilote le plan de continuité d'activité est la cellule de crise qui pilote le PCA avec les différents acteurs, le responsable du PCA, le responsable des risques. L'analyse des risques pour les activités critiques. Le PCA ne couvre pas tous les risques, mais
les risques critiques. Les scénarios majeurs sont un élément. On fait une analyse, on ressort les scénarios majeurs. On ressort les procédures d'urgence. On ressort les procédures de continuité d'activité. Procédures de mener. De continuité d'activité. La stratégie, l'organisation des PCA et son pilotage, l'analyse d'impact sur le business, il y a le business impact analysis, l'analyse des risques pour les activités critiques, les scénarios majeurs identifiés, les procédures d'urgence, les procédures de continuité d'activité, les procédures de métier en conditions opérationnelles. Voici le contenu. Quelles sont les étapes, point 5, les étapes de mise en place d'un PCA? Nous avons dit beaucoup de choses assez intéressantes. Mais comment on met en place? Comment ce PCA est mis en place? Quelles sont les étapes? 5 grandes étapes permettent de mettre en place le PCA. La première étape, c'est l'étape de la compréhension de l'organisation. Il va falloir définir le contexte de l'entreprise, son périmètre, ses contraintes. Il va falloir identifier les objectifs attendus par le plan de continuité d'activité et déterminer quelles sont les activités et les processus essentiels à prendre en compte dans le plan de continuité de l'activité. Il convient à cette étape-là de prendre en compte, comme je le disais, l'environnement externe, les actionnaires, les fournisseurs externes, que l'environnement interne, les ressources humaines, la forte dépendance du SI. Donc, l'analyse de cet environnement va permettre de ressortir les activités essentielles. C'est les processus critiques qu'on entend dans le plan de continuité d'activité. La deuxième étape va consister à définir les besoins en continuité d'activité, qui est accompagné, qui suffit d'une petite étape, une autre étape importante, qui est de définir les objectifs en continuité d'activité. Il convient que les activités et les processus qui ont été identifiés que nous allons mettre en place au niveau du plan de continuité des activités puissent répondre aux attentes de l'organisation afin de maintenir ce fonctionnement. Eh bien, c'est ce qui est fait au niveau de ces parties. Les activités et les processus seront identifiés. Pour pouvoir assurer le fonctionnement de ces processus et de ces activités, il va falloir disposer de ressources que nous pouvons répartir en 4 catégories. On aura des ressources humaines, on aura des infrastructures, on aura les SI et on aura la matière première. La troisième étape, c'est la troisième étape qui est la gestion des risques. La gestion des risques va consister à identifier, va consister à analyser, va consister à évaluer, va consister à traiter et va consister à surveiller les risques. Il s'agit ici d'identifier tous les risques auxquels l'entreprise est, on va dire, sujette. Les risques, nous pouvons les répartir en 4 catégories. On a les risques stratégiques, les risques organisationnels, les risques de gouvernance et les risques de conflit. Rappelons, le risque, c'est la menace multipliée par la vulnérabilité, multipliée par l'impact. Je ne voudrais pas trop rentrer dans les aspects techniques, mais voici un peu ce qui est fait au niveau de la gestion des risques. La quatrième étape, qui est le développement du PCA. Au niveau du développement du PCA, c'est à cette étape que nous allons formaliser le plan de continuité d'activité. On va formaliser nos stratégies, on va formaliser nos plans de crise, on va formaliser nos plans de communication, on va formaliser toutes nos procédures. Et on
va les valider. Nous allons considérer que nous avons un plan de continuité d'activité validé. Mais pour qu'il soit entièrement opérationnel, il faut la 5e couche. La 5e couche va parler du déploiement. Le PCA que nous avons développé, que nous avons formalisé, que nous avons conçu, que nous allons maintenant le déployer. Et pour le déployer, il va falloir avoir de la sensibilisation. Il va falloir sensibiliser les différents acteurs. Il va falloir les former. Parce que le PCA, il est un outil factuel. Lorsqu'il y a une crise, lorsqu'on a un plan de continuité d'activité, on ne se demande pas, mais quelle activité je dois lancer? Quelle application je dois lancer avant telle autre? Tout cela est formalisé dans le PCA. Il a dit que c'est l'application X que nous devons lancer en première position, ensuite l'application Y en deuxième, l'application Z. Je ne lance pas l'application Z en première position. Ce n'est pas de mon bon vouloir. Non, mais c'est en fonction de ce qui a été dit. Quand je lance l'application X, mais il a dit qu'au lancement de l'application X, dans le plan de continuité, même si c'est le service qui gère l'application, s'ils sont 10 dans le service, mais l'étude de BIA a révélé qu'au lancement de l'application, il faut 3 personnes. Donc, ce n'est pas tous les 10, tout le personnel qui gère l'application, mais ceux qui ont été identifiés viendront. Donc, vous voyez, il y a tout un travail qui est fait, toute une organisation. Qui doit lancer l'application? Qui doit lancer la base de données? Tout cela est défini dans le PCA. L'acteur se connaît. Il sait exactement ce qu'il va faire. Il sait comment le faire. De façon à ce que, quand il y a une crise, tout est fait de façon fluide et systématique. Chaque acteur connaît son rôle. C'est la formation. Beaucoup de communication. Il faut communiquer, je le disais, lorsque nous mettons en place un plan de continuité d'activité. Communiquer et dire les choses vraies. Nous avons été touchés par un sinistre. Nous en sommes conscients. Nous sommes à l'œuvre afin de maîtriser ce sinistre. Pour que, par exemple, non, dans 3 jours, le système sera opérationnel. Quand vous-même, vous êtes totalement dépassé, vous ne savez pas si dans 3 jours, vous ne savez rien du tout, vous n'avez rien fait, il ne faut pas communiquer et dire, il faut communiquer et dire des choses qui sont justes. Et le maintien en condition opérationnelle. Vous l'avez vu dans plusieurs slides. Un PCA est un document vivant. Il doit donc être testé régulièrement. Il doit être évalué. Pour la simple raison que l'organisation évolue, les objectifs de l'entreprise évoluent, nos acquisitions évoluent. Tout cela doit être pris en compte dans le PCA. C'est d'où le rôle de l'importance du RPCA, le responsable PCA, qui est chargé de la mise à jour du métier en conditions opérationnelles du plan de continuité d'activité. Je vous ai parlé du plan de continuité d'activité. Je vous ai parlé de ses origines, sa définition du plan de continuité d'activité. Je vous ai parlé des facteurs qui militent en faveur du plan de continuité d'activité. J'ai parlé des exigences. On a parlé de l'organisation qui doit être mise en place au plan de continuité d'activité. Mais ce plan de continuité d'activité, appelé système de management de la continuité d'activité, c'est tout ce système n'est pas isolé. Il cohabite avec d'autres systèmes. Mais quelles sont les interactions entre les systèmes? Eh bien, pour la suite, je voudrais vous laisser avec M. Loga. M. Adou, je vous retrocède la parole. Ok, merci beaucoup, monsieur Lobo. Avant de continuer, on va peut-être prendre une première série de questions, de 3 questions maximum, pour aussi pouvoir tenir dans notre timing. S'il y a des questions, veuillez, s'il vous plaît, lever la main et on pourra ouvrir votre micro. Ok. Je lis ici Galaxy A12. Je vais... allez-y. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Bonsoir. Vous m'entendez? Alors, vous m'entendez? On vous entend très bien, oui. Allez-y. Ok, merci beaucoup encore pour votre présentation. Je me nomme Da Naba. J'ai une question sur les 5 étapes que
que le conférencier a présenté. Je veux comprendre pourquoi est-ce que la gestion des risques est placée à la troisième étape. C'est ça, non? C'est la troisième étape. Pourquoi est-ce que c'est passé à la troisième étape? Enfin, j'ai pensé que la gestion des risques serait placée à la première étape où il faut donc identifier ce risque, voilà, le surveiller, toutes ces choses-là. Voilà. Donc, Alors, Monsieur Destin, Monsieur Legault. on comprend pourquoi c'est Allô? Vous avez acheté votre... Allô? Je ne sais pas si on m'entend. OK. Je n'ai pas très bien perçu la question, mais je ne sais pas si M. Legault a bien perçu la question pour apporter... Oui, j'ai bien perçu. Oui, allez-y. J'ai bien perçu, d'accord. D'accord. Vous voulez qu'on réponde au fur et à mesure? On peut répondre au fur et à mesure, il n'y a pas de problème. Oui, je préfère. Pourquoi la gestion des risques est placée en troisième position et non pas peut-être en première position? J'allais dire qu'en réalité, et vous n'avez pas totalement tort, la gestion des risques, elle est présente dans toutes les étapes. C'est vrai qu'elle est formalisée à la troisième étape. Regardez, quand je dis qu'il faut comprendre le contexte de l'entreprise, il faut comprendre le contexte, l'environnement interne, l'environnement externe, les facteurs qui influencent, qui agissent sur l'entreprise. Vous voyez que tout doucement, on glisse vers les notions de risques, même si on ne dit pas que là, c'est la gestion des risques. Vous voyez, c'est la gestion, si vous voulez, des risques, mais à un niveau élevé. Vous voyez. Donc, cette gestion des risques-là, elle est présente vraiment, et les risques, c'est vraiment présent dans la démarche spéciale à tous les niveaux. Donc, mais bon, comme quand il faut formaliser un peu les choses, on dit, bon, étape 1, on va parler du contexte. Étape 2, étape 3, on va parler des risques. Mais en réalité, cette gestion des risques, elle est même prise en compte, comme je viens de le dire, depuis le début. On a parlé de contrôle. Voilà, c'est un peu ce que je peux dire. Okay. J'espère avoir répondu à votre question, mais si ce n'est pas très clair. Oui, merci beaucoup encore. C'est clair. En tout cas, je pense que voilà, c'était très clair pour moi. Merci beaucoup encore. Okay. C'est moi qui vous remercie. Ok. Juste une dernière question avant de... Vous pouvez lever la main ou éventuellement on passe... j'ai une deuxième main, mais c'est M. Kevin Kouadio. Je crois que ça doit être l'anomalie. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro, poser la question, mais vous présentez vu que... Allez-y. Alors, on vous perçoit pas très bien. Alors, vous m'entendez? Oui, je pense que là, c'est bon. Allez-y, très rapidement. D'accord. Désolé, je n'ai pas vu sur le début de la présentation. Merci déjà beaucoup. Je voulais savoir, en fait, quand vous parlez de PCA, déjà, ma première question, est-ce que c'est adressé pour les entreprises déjà à maturité ou de même les entreprises en phase de création ou même les PME? C'est ma première question. Et la deuxième question, c'est, j'entendais dans la présentation, en fait, ce plan-là, ce PCA, qui le met en place dans une organisation? C'est qui est chargé de le mettre en place? C'est une organisation, c'est une personne qui a un rôle? Voilà mes deux questions. D'accord. Okay. J'avoue ne pas avoir bien compris la deuxième question. Donc, je ne sais pas si, M. Addo, si vous avez bien compris. J'attendais dans la présentation, qui le met en place dans une entreprise PCA? C'est une organisation, c'est une personne avec un rôle, c'est le... Je veux bien comprendre. Désolé, peut-être j'ai manqué quelque chose parce que je n'ai pas suivi le début de la présentation. Très bien. Très bien. D'accord. M. Addo, je peux répondre? Oui, allez-y. D'accord. À qui est destiné le plan de continuité d'activité? Avant de répondre à cette question, je voudrais poser une question. La COVID nous a frappés. Plusieurs PME ont mis la clé sous le paillasson. Plusieurs grosses entreprises ont
mis la clé sur le paillasson. C'est un sinistre majeur. Aussi bien les petites entreprises que les grosses entreprises ont mis la clé sur le paillasson. Cela veut dire que même aussi bien les PME, les petites entreprises, entre guillemets, PME, ça ne veut pas forcément dire les PME, que les entreprises multinationales, nous sommes tous concernés par un plan de continuité d'activité. Évidemment, chaque entreprise n'aura pas le même plan de continuité d'activité. Je veux dire, en termes de volume, en termes de densité, ce ne sera pas le même. Ce sera très certainement un peu plus light, un peu plus léger pour une PME que pour une multinationale. Nous avons tous besoin d'un plan de continuité d'activité. C'est ce que je peux dire par rapport à la première interrogation. Pour la deuxième interrogation, quels sont les acteurs qui mettent en place ce plan de continuité d'activité? Vous pouvez décider de confier votre plan de continuité d'activité à un membre de votre organisation, donc quelqu'un que vous allez désigner en interne, bien sûr en tenant compte de certaines des compétences requises pour être RPCA, c'est-à-dire Allô, Monsieur Legault, on ne vous entend plus. Oh, désolé, j'avais mon micro fermé. Désolé. Donc, je voudrais reprendre. La première question, comme je disais, c'est lorsque la COVID nous a frappés, aussi bien les petites entreprises qui ont un sinistre majeur, aussi bien les entreprises, les petites entreprises, les PME ont été frappées, que les multinationales, tout le monde, plusieurs entreprises, plusieurs grandes entreprises ont mis la clé sur le paillasson. Cela signifie que le plan de continuité d'activité concerne tout le monde, aussi bien les PME que les multinationales. Mais chaque organisation aura un plan de continuité d'activité qui sera fonction de son entreprise. Certainement, le PCA d'une PME sera plus light, plus léger que le PCA d'une multinationale. Ça, c'était pour la première question. La deuxième question, c'est quel est l'acteur qui est chargé de mettre en place le plan de continuité d'activité? Le RPCA, il peut être un membre de l'organisation qui a été nommé, mais qui a certaines compétences, donc un niveau élevé dans la hiérarchie, qui a une très bonne notion du fonctionnement de l'entreprise, qui connaît très bien la stratégie, qui a une bonne vue sur les risques. Un tel acteur peut être un bon RPCA. Maintenant, vous pouvez confier la mise en œuvre d'un PCA à une entreprise qui viendra mettre en œuvre le PCA, mais qui va aussi finir par former un acteur chez vous qui va entretenir ce PCA-là. Ça, c'est une exigence. Donc, voici pour la deuxième question. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos interrogations. Sinon, vous pouvez attirer mon attention pour que je puisse éventuellement revenir sur certains aspects. Merci, c'est noté. Merci, okay. Ok, mesdames et messieurs, je pense qu'on va passer maintenant à notre deuxième partie, à la deuxième partie de notre session de ce soir. Donc, pour cette deuxième partie, on a donc Monsieur Yoga Félicien. Monsieur Yoga Félicien totalise à peu près 15 années d'expérience dans le management de la qualité. Il est spécialiste en stratégie et organisation d'entreprise. Il dispose d'une expertise dans l'implémentation des démarches de management de la qualité, notamment sur les normes ISO 9001, 14001, 45001 et 22000. Mesdames et messieurs, j'aimerais qu'ensemble on puisse recevoir M. Yoga Félicien pour cette seconde partie. Merci. M. Yoga, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Adou. Merci beaucoup, M. Legault. Donc, je pense que je ne suis pas, je suis connu quand même un peu à travers le net. Je suis un ancien du net. Nous avons implémenté le système
de management de qualité du bien-être, avec à la clé la certification avec l'ancienne version 2008, et puis le renouvellement on va dire la migration en 2015. Je pense que M. Adou a suffisamment présenté la Il s'agira de la démarche, bien entendu. Je ne ferai pas un long commentaire. Monsieur Lebeau, félicitations pour l'enregistrement du développement que vous avez eu. Et juste montrer quels sont les liens entre le système de management de la qualité et le PCA. Bien évidemment, je commencerai par vous donner pourquoi une démarche qualité. Et ensuite, je chuterai par le lien entre la démarche qualité et le PCA. On le sait tous, hein, c'est connu de tous, que lorsqu'on met en place une démarche qualité, c'est parce qu'on veut avoir un impact sur un certain nombre de choses. Donc, les systèmes de management de la qualité que nous mettons en place doivent nécessairement avoir un impact sur notre entreprise. Et les impacts majeurs que la qualité doit avoir sur notre entreprise concernent dans un premier temps l'organisation. Le système de management de la qualité doit nous permettre d'optimiser notre organisation, naturellement, à travers un organigramme bien défini, mais au-delà d'un organigramme, on va parler d'un plan stratégique organisationnel qui décrit pour chaque entité organisationnelle ce qu'on va appeler les missions, les attributions des entités, les activités, les synergies entre les entités, et ainsi de suite, la contribution au chiffre d'affaires. Donc, le premier bénéfice de la démarche qualité d'une entreprise, c'est d'abord l'optimisation de l'organisation. Ensuite, la démarche qualité nous permet d'améliorer les compétences du capital humain. Donc, adéquation entre hommes et postes de travail. Donc, les valeurs sont placées à la place qu'il faut et elles vont nous donner des résultats. Ensuite, la démarche qualité va nous permettre d'harmoniser et améliorer les méthodes de travail au sein de notre organisation, donc au sein de notre entreprise. La démarche qualité va nous permettre de clarifier les tâches, les rôles, les responsabilités et les autorités, les synergies au sein de notre entreprise. Elle va nous permettre de surveiller les performances des services et processus à partir des indicateurs établis de bord, et naturellement, d'avoir une traçabilité fiable de notre système et puis de mettre en place un certain nombre de choses comme des bases de données de prix, de lutter contre la corruption, et ainsi de suite. Et de réduire même les maîtrises et de maîtriser les coûts de non-qualité. La démarche qualité va nous permettre de réaliser, donc, pour les entreprises, des économies d'échelle en réduisant les coûts de non-qualité, mais surtout en standardisant les documents pour éviter les gaspillages. J'ai visité une entreprise que j'accompagne déjà et j'ai souhaité faire une analyse des gaspillages. Et au cours de l'étude qui m'a été donnée, j'ai constaté que l'entreprise avait dépensé 82 millions pour encaisser un chèque de 80 millions. En réalité, l'entreprise a perdu 2 millions. Et donc, les coûts de non-qualité, généralement, un tiers du chiffre d'affaires, les coûts de non-qualité affectent un tiers du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et donc, la qualité vient améliorer, n'est-ce pas, la rentabilité de l'entreprise en réduisant les gaspillages. La qualité nous permet de rendre nos entreprises plus performantes, compétitives, en garantissant une satisfaction totale de nos clients, parce qu'on répond à leurs besoins et à leur satisfaction. La démarche qualité va nous permettre de donner confiance aux clients, de réconcilier, on va dire, l'entreprise
avec ses clients en les fidélisant tout simplement. Voilà. En les fidélisant tout simplement. Et la démarche qualité va nous permettre d'acquérir des parts de marché. Vous m'entendez? Oui, allez-y, allez-y. La qualité va, d'accord. La qualité va nous permettre donc aux entreprises d'élever les barrières commerciales parce que vous allez vendre vos produits partout parce que vous êtes compétitif et vous avez, on va dire, la confiance, le crédit de clients. Allô, Monsieur Yoga? Monsieur Yoga, on ne vous entend pas. On m'entend maintenant? Oui. C'est bon? C'est bon. Donc, je disais que la qualité va nous permettre de bénéficier d'une reconnaissance nationale et internationale. Ça va nous permettre d'être plus crédibles à l'égard des partenaires au développement. Et puis, bon, c'est un outil qui va améliorer l'image de marque de notre entreprise. Ça va nous permettre d'être leader dans notre secteur d'activité et puis ça va nous permettre d'être incontournable dans les prises de décision. Voilà en quelques mots ce que la qualité peut apporter à une entreprise. Donc, si logiquement une entreprise est certifiée, on devrait sentir ces impacts-là sur l'entreprise. Maintenant, quel est le lien avec le PCA? Monsieur Legault l'a bien défini. Le lien avec le PCA, le système de management de la qualité est un ensemble, est un tout, y compris, on va dire, le PCA. Donc, le PCA est un livrable du système de management de la qualité. Bien entendu, c'est un élément qui peut être mis en place à part, mais il serait intéressant que le PCA soit intégré dans un système qu'on va appeler le système de management de la qualité et que ce soit, on va dire, un livrable de ce système et qui va nous garantir, on va dire, la continuité des activités, quels que soient les événements qui vont survenir. Voilà un peu le lien qu'on peut faire, en quelques mots, le lien qu'on peut faire entre le PCA et le système de management de la qualité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Oda. Merci. On va prendre une petite vague de questions. À l'endroit de Monsieur Yoga, des informations de Monsieur Yoga pour des besoins de clarification. Veuillez lever la main, s'il vous plaît. OK. Monsieur Danaba, vous avez la parole. Allez-y. Oui, bon, merci beaucoup encore au conférencier. Allô, vous m'entendez très bien? Oui, très bien. Oui, en fait, j'ai eu des problèmes de connectivité là. Je n'ai pas bien compris le lien entre le système de management de la qualité et le système de management de la continuité de service. Si dans le conférencier peut me donner juste une phrase pour que je puisse comprendre les deux liens. Voilà. C'est bon la question? C'est bon. Alors, je disais que le système, le PCA est peut-être un livrable du système de management de la qualité. C'est-à-dire que quand on liste les livrables d'un système de management de la qualité, en partant de la politique qualité jusqu'aux enregistrements, le PCA est un élément de ces livrables-là. Donc, quand on met en place un système de management de la qualité, il serait intéressant d'intégrer le PCA parmi les livrables du système de management de la qualité. Ah, ok. Merci beaucoup. Une seconde intervention, une seconde question. Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît. Ok. D'accord. Ok, j'ai pas de main levée. Donc, globalement, ce que
Allô? Oui, monsieur Adou, j'ai vu une question dans le chat. Dans le chat, ok. Voilà, effectivement, Mhm. les finances, la question entre le PC et puis les finances, et une question relative au lien entre le RPCA et le manager des risques. Donc, si vous voulez de répondre à celle-là. OK, d'accord. Donc, nous avons dit que le gestionnaire des risques aura la charge de s'occuper, d'administrer ou de gérer tous les risques de l'entreprise. Les risques mineurs, tous les risques. La différence entre le gestionnaire des risques et le RPCA qui, lui, gère le plan de continuité d'activité, lui, il axe son travail sur les risques majeurs qui, lorsque ces risques arrivent, peuvent bloquer totalement l'entreprise. Donc, les risques majeurs. Peut-être que vous pouvez me dire, ah, mais en fin de compte, le risk manager peut être à la fois, peut aussi être RPCA. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Mais si vous aussi, vous avez une grande organisation que vous décidez de scinder pour permettre à chacun de mieux travailler, celui qui gère les risques majeurs aura son système, celui qui gère les risques au quotidien, voilà, c'est aussi intéressant. La seconde question, c'est les finances. Quel est le lien, j'avais noté entre, quel est le lien des finances? Le budget. Je vais parler du budget du RPCA. PCA. Voilà. Effectivement, je n'ai pas voulu parler de... Nous avons bien voulu peut-être occulter cette partie pour la simple raison que le budget est fonction de l'organisation. Comme j'ai dit, le PCA d'une PME ne sera pas le PCA d'une multinationale. Donc, la charge de travail pour la mise en place d'un PCA pour une PME ne sera pas le même. Voilà. Donc, les montants seront différents. J'allais dire que c'est de l'expertise et tout ce qui est de l'expertise, bon, il y a la discussion entre le cabinet qui va vous suivre pour la mise en place du PCA, voilà, le cabinet de M. Yoga, par exemple, qui a la compétence pour vous. Donc, vous allez échanger en fonction de votre périmètre, en fonction de vos objectifs, en fonction de vos compétences. M. Yoga pourra vous dire, bon, voilà, combien, voilà, vos chiffres d'affaires, bon, voilà, combien ça pourrait revenir. C'est pour ça qu'on n'a pas vraiment fait un focus sur le coût. Donc, voici un peu les questions que j'ai pu identifier. Donc, on a bien vu la différence entre le risk manager et puis le RPCA. Ça peut être la même personne, mais pour des organisations un peu plus grandes, il est conseillé d'avoir des personnes différentes, le risk manager et le RPCA. Donc, voilà, merci. Je crois qu'il y a une main levée, M. Adou. Je vous laisse piloter. Allô? Je ne vois pas la main. OK. Donc, la dernière question avant qu'on continue avec la troisième partie. Donc, M. Amishiamoke Ariel, allez-y. Merci, monsieur. Je vais poser ma question à deux niveaux. Déjà, entre le RPCA et le risk manager, sur la possible existence d'un conflit d'intérêts entre le risk manager et le RPCA. Vu que le risk manager est en charge du pilotage global des risques, et l'intérêt d'un gestionnaire des risques, c'est qu'il puisse cadrer ou préparer l'entreprise au risque majeur. Si le RPCA s'occupe des risques majeurs, je ne vois plus l'intérêt d'avoir un risk manager dans une entreprise. Et pour la deuxième question, c'est le lien entre système de management de la qualité et SMCA. Pour ce que je sais dans les organisations qui ont déjà un SMQ, lorsqu'on veut mettre en place le SMCA, on s'appuie sur la cartographie des processus pour définir les activités du système de management de la continuité d'activité. Mon problème se réside au niveau du pilotage et du suivi entre le RQ et le RPCA. Je veux bien comprendre le rôle de ces deux fonctions. Le RQ qui est en charge du système de management de la qualité de façon globale
et le RPCA qui se greffe ou le SMCA qui se greffe au SMQ dans la gestion? Comment est-ce qu'on met en place le SMI dans ce cadre-là? C'était les deux questions. Ok, merci, monsieur Micha. Je crois que la question est plus pour monsieur Yoda avant tout. Monsieur Yoda? Monsieur Yoga. Monsieur Yoga, pardon. Monsieur Yoga. Désolé. Monsieur Yoga. Bon, on va dire de façon fonctionnelle. De façon fonctionnelle, le responsable qualité a une gestion globale du système. Il a une gestion globale de tout le système. Et le responsable du PCA a une gestion sectorielle du système. Donc, il va s'occuper plus de tout ce qui est risque prioritaire. Et ces risques prioritaires vont se baser sur le processus de réalisation. Généralement sur la processus de réalisation. Il va faire un focus sur le processus de réalisation pour qu'en cas de sinistre majeur, ces processus puissent continuer de fonctionner. C'est le but du PCA. Qu'il n'y ait pas d'arrêt d'activité, quel que soit l'événement qui va survenir, quelle que soit la menace qui va se matérialiser, si vous voulez. C'est ça. Donc, on va dire le responsable du PCA vient en complémentarité du RQ. Fonctionnellement, il est un peu en dessous, on va dire, du RQ, parce que le RQ a une gestion globale de tout le système. Et le RPCA a plutôt une gestion sectorielle orientée risque majeur. Voilà. Ok, merci, monsieur Aubert. D'accord. Oui, en une minute rapidement, monsieur Lobo. D'accord. Oui. J'allais dire que je suis entièrement en phase avec monsieur Yoga, entièrement en phase. C'est la même question avec le risk manager et puis le RPCA. Un qui a la gestion, j'allais dire le RPCA, c'est vraiment les grands risques. C'est vraiment les grands risques. Vous pouvez décider de ne pas avoir un RPCA et de laisser votre risk manager gérer tout. Il n'y a pas de problème, ça marche. Comme vous pouvez décider que le RPCA gère les risques majeurs, les gros risques qui mettent l'entreprise, comme on dit, KO. Et laisser le RPCA, le grand risque, et le risk manager va gérer les autres risques. C'est une question d'organisation et de définir les rôles et les responsabilités de chacun pour ne pas qu'il y ait conflit d'intérêt. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci. Ok, merci beaucoup. J'espère que monsieur Micha, vous avez eu des éléments d'éclaircissement. Exactement, c'est parfait pour moi. Ok, excellent. Mesdames et messieurs, j'aimerais maintenant qu'on puisse passer à notre dernière partie avec notre dernier speaker, M. Charles Comenan. Alors, M. Charles Comenan est responsable du plan de continuité d'activité chez Codival. Voilà, il est certifié Trainer Lead Implementer SMCA, donc Système de Management de continuité d'activité. Il dispose d'une expertise avérée dans l'implémentation du plan de continuité d'activité. Avec votre permission, j'aimerais passer la parole maintenant à M. Charles Comenan pour son intervention sur partage d'expérience. M. Comenan. Oui. Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Vous recevez? Parfait. D'accord. OK, merci pour la présentation. Effectivement, je suis Charles Comenan. Je suis en charge de la sécurité de Codival. Tout ce qui concerne le transport de fonds et valeurs, les fourgons blindés, les convoyeurs et tout ça, c'est moi qui suis en charge de ça. J'ai 19 ans dans la gestion des risques et je suis spécialiste en matière de SMCA, comme il vient de dire, qu'on appelle globalement PCA. Depuis 2014, je travaille là-dessus. J'ai 2 certificats en matière de SMCA. Donc, j'ai un certificat pour la mise en œuvre, qui est le Lead Implementer. Et puis, j'ai un certificat de formation sur le SMCA. J'ai déjà délivré plusieurs formations à plusieurs personnes aux banques ici à Abidjan. Alors, vous savez, Codival, c'est une entreprise de transport de fonds. Je ne veux pas peut-être rentrer en détail de l'activité.
je vais expliquer un peu l'idéation, c'est-à-dire d'où est partie la mise en œuvre d'un SMCA, et puis qu'est-ce qu'on a arrêté dans les grandes lignes pour pouvoir continuer notre activité lorsqu'il y a eu le COVID-19. Et si j'ai un peu de temps encore, peut-être comment est-ce qu'on a pu continuer notre activité lorsqu'il y a eu pendant les élections je vous l'ai dit, c'est que le SMCA, il fait partie de la gestion des risques. Mais sa particularité, il va se concentrer sur les activités qu'on va juger critiques, prioritaires, et en particulier sur les risques majeurs, comme ils l'ont dit en fait. Or, si vous prenez le gestionnaire des risques habituels, donc la 31 000, ISO 31 000, il va essayer de regarder tous les risques dans tous les domaines financiers, opérationnels, à tous les niveaux. Le PCA, on va être un peu plus précis. On va regarder les activités qui sont orientées fourniture de services, fourniture de produits. D'accord? Et puis, après, quand on regarde ces activités, on va faire un BIA, comme l'a dit le professeur. À partir du BIA, on va faire sortir ce qu'on appelle les activités critiques et essentielles. Et c'est sur ces activités critiques essentielles-là que nous allons chercher à regarder les risques qui peuvent les empêcher de fonctionner. Les risques majeurs qui peuvent empêcher ces activités critiques-là de fonctionner. Donc, un peu, en gros, voilà ce qu'on peut retenir de ce qui est du SMCA. OK? On parle de SMCA souvent, on parle de PCA souvent. Globalement, le PCA fait partie du SMCA parce que le PCA, c'est un plan. Le SMCA, c'est un système de management de la continuité. Donc, quand on parle de système, ça veut dire qu'il y a une politique, il y a des objectifs, il y a des moyens de mesure, il y a de l'amélioration continue, il y a tout ça autour. OK? D'accord. Donc, je vais revenir rapidement sur alors, ce que nous, on a fait pour pouvoir continuer notre activité pendant le Covid. Quand le Covid a commencé déjà en France, nous, avant le Covid, on avait déjà un SMCA, d'accord? Et on avait identifié un risque sanitaire. Mais on ne savait pas ce que ça pouvait être parce qu'en Afrique, le risque était connu, c'était Ebola. La COVID, mais le Covid, c'est un risque qui n'était pas vraiment connu, d'accord? Donc, je pense avant, rapidement, alors j'ai une équipe, comment on appelle, de gestion du PCA qui s'est réunie. Et ensemble, on a révisé le SMCA de Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qu'on a mis? On est arrivé après on avait déjà nos activités critiques, hein, donc on avait déjà fait notre BIA et tout ça. Et on a essayé de regarder du point de vue de nos activités critiques. Au niveau de notre activité, il y a le transport de fonds qui est très, très, très critique. Et quand on a regardé du point de vue de cette activité-là uniquement, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'éléments qui pouvaient perturber cette activité-là. Donc, notamment, le COVID pouvait être une source de menaces, source de risques, les ruptures de consommables, les ruptures de carburant et autres. Donc, face à ça, c'est quelques risques que j'ai cités, parce que comme je dit, il y a d'autres risques que je ne peux pas étaler ici, c'est un peu trop stratégique. D'accord? Donc, globalement, on a identifié le COVID, les risques sanitaires, on a identifié les risques de rupture de consommables, les risques de rupture de carburant, parce que tout le transport se fait avec des sacs qui sont importés et tout ça. Et le carburant aussi sur place. Sans le carburant, les camions ne peuvent pas tourner. Donc, face à chaque risque, maintenant, on va essayer de définir des stratégies pour pouvoir continuer l'activité au cas où ces risques-là se présenteraient. Et en ce qui concerne le COVID, par exemple, au départ, on a eu des mesures préventives. Donc, il faut prévenir, mettre des mesures pour prévenir avant que ça n'arrive. Il faut mettre des mesures pour détecter lorsque la perturbation se produit et mettre des mesures pour corriger lorsque la perturbation arrive. D'accord? Donc, en termes de mesures préventives qu'on a mis en place, c'était la création du groupe WhatsApp. On avait des réseaux avec plusieurs entreprises où on échangeait les informations. D'accord? On a essayé de contracter avec des sociétés pour pouvoir renflouer, pour pouvoir mettre en place des cuves. D'accord? Et on a renforcé le contact aussi avec les autorités sanitaires. Donc, une fois qu'on a fait ça, toutefois qu'il y avait
des incidents et autres. Et comme toutes entreprises aussi, hein, on avait des mesures qui avaient été dictées par l'OMS et autres, lavage de mains, gel mains et tout ça, d'accord, prise de température. OK. Quand on finit de faire tout ça, on arrive au cas où, pour pouvoir détecter quelqu'un qui est atteint de COVID, il y a une stratégie ou bien il y a une mesure détective qui est l'utilisation des flashomètres. Après, qu'est-ce qui se passe si la personne n'a pas été détectée ou si elle est en contact avec un client et qu'elle arrive à rentrer dans l'entreprise? Il fallait trouver des mesures aussi pour protéger et l'entreprise et les clients. Donc, pour se protéger, c'était des stratégies de relocalisation. Parce que quand on est dans le PCA, il y a plusieurs stratégies. Il y a d'autres qui vont faire des stratégies avec des sites à chaud, des sites froids, des sites à chaud, c'est-à-dire des sites qui sont déjà équipés. Dès qu'il y a un incident, on prend tout le personnel, on bascule de l'autre côté. Donc, en fonction de l'activité et de chaque entreprise, il y a des stratégies qui sont développées et en fonction des risques. Donc, nous, on avait opté pour une relocalisation des activités en cas de contagion de nos agences. Donc, en gros, ces différentes stratégies-là nous ont permis de n'avoir aucune agence fermée, de ne contaminer aucun client et de pouvoir continuer notre activité sur la COVID jusqu'à ce qu'on soit là où on en est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, en même temps, je précise au passage que je suis le président de la cellule de COVID de l'entreprise, RPCA aussi. Donc, voilà comment est-ce qu'on a piloté un peu le COVID à ces jours. Donc, lorsqu'il y a un cas qui se produit, il y a un comité veille qui se met en place, qui était déjà créé, que je présidais, et on analyse la situation avec le médecin de l'entreprise. Si cela demande que ce soit remonté au niveau de la gestion des crises du DG, on remonte. Si ce n'est pas le cas, on essaie de gérer avec le médecin de l'entreprise qui s'aspire d'une solution de l'isoler, de le recommander à l'Institut national d'hygiène. D'accord? Alors, concernant ce qu'on a fait relativement aux élections, on avait vu que pendant les élections, on pourrait être confronté à une rupture de carburant, à une rupture de consommation. Donc, et si ces risques-là se présentent, c'est quelque chose qui aura un grand impact sur tous nos clients, notamment les principaux clients qui sont les banques. Donc, la stratégie avait été de pouvoir mettre des cuves, d'accord, de se doter des cuves. Donc, au passage, souvent les stratégies de continuité d'activité vont demander des investissements. Donc, c'est là où aussi où je rejoins mes prédécesseurs, où on parle il faut une forte implication de la direction, un bon leadership, sinon ça ne va pas aboutir. Donc, au niveau des consommables, on avait commandé suffisamment de consommables pour 1 an, donc notamment les sacs qu'on utilise pour pouvoir travailler. Et on avait aussi une stratégie de déplacer des agents lorsqu'une agence est atteinte ou une agence est fermée du fait de la crise, de pouvoir relocaliser l'activité dans une autre agence. Donc, en gros, voilà ce que je veux vous partager. Parce qu'après, comme j'ai dit, il y a des informations qui sont un peu sensibles là-dessus. Donc, je reviens encore pour insister, pour clarifier un peu le point, pour dire que le PCA ou le SMCA va se concentrer beaucoup plus sur les activités qu'on trouve critiques, qu'on trouve essentielles, d'accord? Et à partir de cela, on va regarder les risques qui sont associés à ces activités. Or, si c'est la gestion des risques traditionnels, on a besoin de regarder tous les risques, en tous les sens. Donc, voilà un peu ce que je peux partager en termes d'expérience dessus. Merci beaucoup, M. Kominant. Oui, merci beaucoup pour votre contribution très enrichissante. On ouvre une vague de questions. Veuillez, s'il vous plaît, lever la main. Je ne vois pas le chat. Donc, s'il y a des interventions dans le chat.
Monsieur Adou, je vois une question. Oui. Le plan de reprise d'activité, PRA, PCA, donc il demande PCA et puis PRA. J'aime bien cette question-là parce qu'effectivement, quand on a commencé aussi le plan de continuité des activités, bon, mais il y a le PRA. Le PRA est un élément de reprise de continuité d'activité. Donc, on a l'activité qui est interrompue ou qui est menacée, qui est interrompue. On reprend l'activité de façon dégradée. Ça peut être en mode dégradé 1, dégradé 2, dégradé 3, ça dépend. Et après, il faut ramener l'activité à son fonctionnement normal. Donc, plan de reprise d'activité. Donc, le PRA est un élément du PCI, du plan de continuité d'activité. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Monsieur Hugo. Oui. Des questions, éventuellement. Veuillez lever la main, s'il vous plaît. OK, on a une question, une main levée. Monsieur Sipa Kadji, vous avez la parole. Monsieur Kadji. Monsieur Kadji, vous m'entendez? Vous me percevez? Je crois que peut-être on a un souci. Je crois qu'on n'a pas, on a perdu monsieur Kadji. Monsieur Kadji, vous êtes là? OK. Alors, si on a encore du temps, enfin, monsieur Adou, oui. vous nous guidez, si on a encore du temps. Oui. Il nous reste juste 2 minutes pour clore notre session. Je vais donner la parole donc aux panélistes pour un dernier tour, leur mot de fin, une conclusion de ce qu'on doit retenir globalement de leur intervention. Donc, monsieur Destin, Logo, vous commencez. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci, M. Adou. Vraiment, j'ai pris plaisir à échanger avec vous sur cette question-là. Moi, j'avoue qu'il me passionne. Et ça a été vraiment un honneur pour moi d'être aux côtés de M. Yoga, qui est aussi un expert en termes de qualité. Le plan de continuité d'activité aujourd'hui, quelque chose d'incontournable pour les entreprises, qui touche aussi bien les petites et moyennes entreprises que les multinationales, les grandes entreprises. Il faut qu'on se dote d'outils qui vont assurer la pérennité de nos entreprises. Parce que nous sommes dans les entreprises, nous sommes chefs d'entreprise, nous sommes agents d'entreprise, nous avons, je dis, nous avons des familles qui dépendent du revenu, du salaire que nous emmenons à la maison. Donc, imaginez si l'entreprise prend un coup et que l'entreprise ferme, met la clé sur le paillasson, eh bien, comment nos familles vont se nourrir? L'entreprise génère paie des impôts, donc contribue à l'économie du pays. Si l'entreprise met la clé sur le paillasson, comment le pays va se porter? Et donc, pour éviter tout cela, il faut que les entreprises se dotent de plans de continuité des activités. Elles pourront tous se rapprocher des structures comme celle de M. Yoga, qui ont la compétence, l'expertise, vous accompagner dans la mise en place de votre plan de continuité des activités. Voilà un peu ce que je veux dire. Merci. Monsieur Yoga, pour votre mot de fin. Merci Franck Adou. Bon, mon mot de fin, c'est vraiment un cri de cœur que je lance à nos chefs d'entreprise. On ne crée pas un business pour disparaître du jour au lendemain. On crée pérenniser dans le temps. Et les outils qui peuvent vous permettre de pérenniser votre business dans le temps s'appellent Système de management de la qualité et PCA. J'interpelle donc tous nos chefs d'entreprise, nos hommes d'affaires qui ont créé un business, d'adhérer, j'allais dire, à ces outils nouveaux de management qui peuvent leur permettre d'avoir un retour sur investissement de façon sûre et pérenne, d'adhérer à ce système de management qui peuvent leur permettre de s'installer durablement
noblement et même de conquérir des parts de marché. Je voudrais les interpeller. Voyez-vous, ce que les autres font aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique. Les Européens n'ont pas, j'allais dire, ils ne pratiquent pas de la sorcellerie. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont adopté ces systèmes de management dans leur entreprise, dans leur fonctionnement. Et aujourd'hui, ils ont un retour sur investissement de façon sûre et pérenne. Je voudrais donc les inviter à adhérer à ces outils-là de façon massive. Merci à vous. Merci, M. Robert. Et pour finir, M. Charles Comenant, pour votre mot de fin. M. Comenant. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Donc, je disais que je vous remercie pour ce moment que vous avez organisé. Ça permet au moins d'expliquer un peu ce que c'est que le PCA, SMCA, qui est nouveau en fait dans tout ce qui est normalisation qui vient d'arriver. Depuis 2012, comme ils l'ont dit, c'est là que maintenant il y a combien de normes sur le PCA est arrivé et toutes les entreprises finiront par s'y mettre. Donc, si on est procureur, on est toujours gagnant parce qu'après, quand un PCA existe dans ton entreprise, de même que pour la qualité, tu gagnes en crédibilité, tu préserves les intérêts de tes clients, tu augmentes la confiance auprès de tes clients parce que quand il y a les crises, tu arrives à pouvoir travailler. Nous, on a pu travailler dans toute la Côte d'Ivoire pendant toutes les crises. Imaginez les routes qui sont barrées à l'intérieur du pays, imaginez les camions qui circulent. C'est parce qu'on a mis en place un SMCA en notre sein avec des stratégies pour pouvoir continuer notre activité en face de chaque risque qu'on a identifié. Et c'est vers ça aujourd'hui que j'encourage tout le monde à y aller. Moi également aussi, j'ai un cabinet pour pouvoir assister ceux qui veulent se mettre dans la quantité d'activité ou ceux qui veulent des formations dessus. Je suis disponible. Mon cabinet qui est NK Consulting. J'accompagne les entreprises et les personnes sur les SMCA. Merci. Merci beaucoup. Pour finir, j'aimerais passer la parole. On a légèrement dépassé le temps. Toutes nos excuses. Je vais donner la parole pour clore cette session au président, M. Hugo, pour son mot de fin et on va éventuellement mettre fin à la session. Président. Merci à tous les intervenants. Cette session était vraiment très instructive. Et le plus important, c'est que c'est une intervention qui touche sur une question essentielle pour les organisations, la pérennité des organisations. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi on formalise le management de projet. Parce que c'est pour que ce que l'on veut mettre en place via un projet soit pérenne, qu'on l'adopte avec une méthodologie, une approche. Donc, le manager de projet, le chef de projet est au cœur de cette préoccupation de pérennité de l'organisation via le plan de continuité d'activité. Merci beaucoup aux intervenants. Merci aussi à tous les membres du PMI. Nous vous inviterons très bientôt à d'autres séminaires de cette qualité. Et si parmi vous, en tant que membre du PMI, vous sentez aussi l'envie de communiquer, le besoin d'échanger sur des sujets qui vous intéressent et pour lesquels vous voulez partager votre connaissance, n'hésitez pas à nous contacter. Cette plateforme est la vôtre. Nous vous donnerons l'occasion de vous exprimer et puis d'échanger, de partager avec les membres du chapitre. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup, Président. Merci à tous les membres. Merci aux participants, aux speakers pour cette brillante intervention. On va maintenant mettre fin à cette session. Je souhaite une très bonne soirée à tous et à chacun. Et à bientôt. Juste les PDU. Oui. Monsieur Adou, Oui. les PDU et la photo d'ensemble aussi. D'accord.
Pour les PDU, je pense que vous devez avoir une information. Monsieur Adou. Oui. En fait, oui. La session d'aujourd'hui rapporte donc 1,5 PDU aux participants. Et un lien vous sera, bon, comme ça se fait par habitude, hein, vous allez recevoir par mail les détails pour pouvoir activer donc ces 1,5 PDU. Vous allez recevoir sur votre, si vous fermez le PowerPoint que vous partagez. Alors, on m'a aperçu. OK. D'accord. Non, monsieur Adou, vous demandez à tout le monde d'ouvrir, ceux qui sont encore là, ouvrir leur caméra pour qu'ils puissent être vus, la photo d'ensemble. OK. Donc, je demande à tout le monde d'ouvrir la caméra, éventuellement pour une photo d'ensemble, une photo de fin. D'accord. Je pense que c'est dans la boîte. Je pas au fur et à mesure. C'est vrai qu'il y a quelques-uns qui n'ont pas activé, mais bon. C'est bon, c'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Je vous envoie ça tout à l'heure. Merci. Allez, donc je souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt.